Pourquoi tu es mort ou pourquoi vous êtes mort? Rohan vient de m'envoyer une vidéo. Ça explique les mots inclure et exclure, leur version latine inclusio exclusio, mais aussi le mot naissance, birth en anglais, et la signification de ce mot. Et le mot exclure et inclus sont utilisés en double langage, double speak. C'est aussi utilisé sur une facture pour inclure ce qui est dans la facture, donc dans un sens légal. Ce qui est inclus exclut tout le reste. Donc quand ils utilisent ce mot inclus, un terme légal, attention, c'est utilisé dans le sens légal. Donc, les politiciens adorent utiliser cela, et les médias classiques, quand ils disent quelque chose, incluant quelque chose, ce qui est inclus exclut tout le reste dans un sens légal. Donc, dans cette vidéo, Rohan explique quelques trucs en relation à la naissance et la signification officielle du mot naissance et ce que cela inclut. Voilà, c'est une vidéo assez courte, mais c'est super intéressant. C'est bien que Rohan est toujours là, toujours en bonne santé et toujours libre. Regardez cette vidéo. Ouais, Rohan s'est tapé quelques mois de prison, je crois. Bienvenue donc à la chaîne Justinien Deception. Tout ce que je vais vous montrer, c'est pas vraiment utile, mais c'est ce que j'ai pu trouver de mieux de ce qu'ils font. Ce système. Quand on a avec Romley, on a trouvé le latin de cuisine, le dog latin. Tout est, on peut dire que tout est criminel en fait. Et je vais vous montrer ce qu'ils font dans leur système. Même des fois, ils font même pas ça, mais c'est. Je l'explique au plus près ces présomptions, leurs présomptions et comment ils justifient ce qu'ils nous font. On est illettré et pourquoi on est mort. Donc je commence au début, ce qui est le plus haut, donc l'ONU. Ils sont appelés l'ONU parce que c'est mieux que de s'appeler le Vatican, la compagnie du Vatican qui détient les esclaves. Donc ça dirige le monde et ils le font par la fiducie, les trusts. C'est de la contrefaçon. Donc tout ce que je vous parle ici, tout ce dont on va parler, c'est de la contrefaçon. Tu ne peux pas utiliser car toutes ces opérations sont illégales dans le système en fait. Donc l'ONU, c'est comme aller dans un magasin Apple. C'est une entreprise, une société. Ça n'a rien à voir avec ce que c'est appelé. Les gens là-bas sont appointés, mis en place, ils ne sont pas élus. Ils sont tous là pour gérer la fiducie internationale, le situs trust. Et situs en latin, ça veut dire la location, l'endroit, le poste, la position. Donc je vais vous montrer comment l'ONU contracte avec le Vatican en fait. Une belle contrefaçon. Ça c'est la Convention de la Hague, statut 1991, donc mis en place par le Commonwealth d'Australie, par la société Australie. On voit le logo de l'Australie, tout en capitale, et leur emblème. Donc cet acte, chapitre 1, article 1,
Donc ça, c'est tous les accords sur le trust, la fiducie. Première chose qu'on devrait se demander, c'est pourquoi l'ONU a une législation sur le trust en Australie. La police d'État financée par les Nations Unies, une compagnie internationale étrangère, des banquiers européens privés. Donc pourquoi l'ONU reconnaît cela? Cela pourrait être fait individuellement entre chaque pays par le biais de traités, mais ils le font comme cela. Et c'est comme ça, donc on est en sous-contrat. Il y a beaucoup de mots, donc je vais essayer de simplifier. Dans les buts de cette convention, le terme trust, fiducie réfère aux relations légales créées inter vivo, et sur la mort, c'est la mort qui est le mot intéressant ici. Inter vivo, c'est durant la vie, donc par donation, par une personne. Rappelez-vous que la personne est une corporation, une entreprise, une société, d'après le code pénal 1900 qu'on a vu dans une autre vidéo. Donc le settlor, c'est celui-là qui règle toutes les dettes. Donc quand tu donnes ton patrimoine à une personne de confiance, le trustee, le fiduciaire, quand tu meurs, ils deviennent le settlor, donc le bénéficiaire. Quand tu meurs, il devient l'exécuteur, l'administrateur du trust. L'exécuteur est le fiduciaire d'un patrimoine mort. Donc tout le patrimoine donc, est mis sous le contrôle d'un trustee pour le bénéfice du bénéficiaire ou un autre but spécifié. Donc ils ne parlent pas que nous redevenions le bénéficiaire. Ils ne s'attendent jamais à cela. Donc la fiducie a les caractéristiques suivantes. Donc ça définit que ça ne fait pas partie du patrimoine du trustee, que le titre est au nom du trustee, du fiduciaire. Donc c'est le nom de corporation qu'on met sur votre acte de naissance, la fameuse fraude au nom d'une autre personne, et cette autre personne c'est vous, sous la forme du surnom, du nom de famille. Et quand tu es sous le prénom chrétien, le nom de marque chrétien, tu es le bénéficiaire. Quand tu reviens comme fiduciaire de toi-même, fiduciaire du fiduciaire, de ton propre patrimoine, tu reviens en fait comme l'autre personne. Il faut qu'ils vous ramènent dedans, qu'ils vous gardent dedans. C'est ce qu'ils ont fait ici dans ce texte. Donc le trustee, le fiduciaire, a le pouvoir et le devoir en respectant et la comptabilité. C'est là qu'interviennent toutes les lois qui vous rendent responsables et les devoirs. Donc les conditions générales de vente, les lois de jure, les termes des conditions et conditions générales de vente auxquelles vous avez accepté d'être le fiduciaire de votre propre patrimoine. Et tout en bas, on voit le truc important. Le settlor se réserve certains droits et pouvoirs, et le fait que le fiduciaire lui-même peut avoir des droits comme bénéficiaire. Ici, là, ils vous disent directement que vous avez le droit d'être le bénéficiaire, mais tu ne l'es pas car tu es le fiduciaire toi-même. Et cela n'est pas nécessairement inconsistant avec l'existence d'un fiducie. Ça veut dire que vous ne pouvez pas être le bénéficiaire si vous êtes le fiduciaire en même temps. Donc, tu vas en avoir le bénéfice ou tu vas payer pour les bénéfices à quelqu'un d'autre. Car sous la loi fiduciaire, tu ne peux pas être les deux, dans le droit fiduciaire. Tu es le fiduciaire de ton propre patrimoine et pas le bénéficiaire de toi-même. De ton patrimoine, c'est toi qui as l'argent. Si tu es le fiduciaire, c'est toi qui dois payer. Tu ne peux pas être les deux personnes du même trust. Tu es le fiduciaire de ton propre patrimoine. Une petite compagnie qui implique la police et des autres agents fiduciaires dans la pyramide, de la reine jusqu'à la police, jusqu'à toi. Donc si tu es le vrai bénéficiaire, tous ces gens-là s'occupent de toi. Et si tu es le fiduciaire, non seulement tu dois gérer le patrimoine, mais tu dois aussi t'occuper de tous les gens au-dessus de toi. Tous les riches, tu dois les payer. Tous les militaires, pour vraiment s'occuper de ce patrimoine, de ton patrimoine, pour personne que te le prenne. Ils sont là pour cela, ces gens-là. Mais tu t'es envoyé toi-même tout en bas de l'échelle, en fait, dernier du rang, de tous ces autres fiduciaires et agents. Donc il y a un argument, certains s'appellent c'est moi le crown, la couronne. Je sais que certains le font. Moi je pense pas que ça soit une super idée en fait, car la couronne en fait c'est le premier fiduciaire en fait. Et la police est fiduciaire de la couronne. Donc en clamant la couronne, vous devez juste un officier un peu plus haut, plutôt que de retourner comme le vrai bénéficiaire. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'article 3 dit que la convention s'applique seulement aux trusts créés volontairement et avec une preuve écrite. Donc, dans la définition de preuve écrite, c'est une forme d'information dans la Nouvelle-Galles du Sud ou du Queensland. C'est l'acte de naissance et pas l'extrait de naissance, tout ce que vos parents ont rempli à votre naissance. C'est un formulaire assez long aux États-Unis. C'est le formulaire qui crée la preuve du trust, de la fiducie. Tes parents, en fait, sont les trustors, les administrateurs. L'état civil devient le trustee fiduciaire. Tes parents ont fait confiance à l'état civil de te confier ton patrimoine, ce qui est une grosse erreur, car il ne faut pas leur faire confiance du tout. Ils ne mettent pas le mot trustor, mais informant.
Et si tu fais une recherche Google dans Informant, tu as toutes sortes de définitions qui sortent. Une balance, un collabo, tout ce genre de définitions. Et en gros, tes parents t'ont vendu. Donc il y a un trust, une fiducie là, ils devraient en avoir une, un patrimoine, et ils veulent bien le garder. Pourquoi l'état civil se rendrait-il volontaire si gentiment? Il le fait parce qu'il n'y a aucune condition en fait sur l'acte de naissance pour être le fiduciaire. Il doit simplement être le gardien du registre des documents, des actes. Donc tes parents ont rempli un formulaire ou ont écrit sur un registre et elle l'a tamponné en disant bah, je vais en être le gardien de ce patrimoine et le garder pour vous car elle sait qu'elle peut me rendre un acte de naissance qui dira que je suis son fiduciaire. Donc l'état civil porte volontaire pour être le fiduciaire et toi tu te portes volontaire pour être le fiduciaire du fiduciaire de l'état civil. Maintenant réfléchis à cela. Es-tu vraiment le trustee fiduciaire de l'état civil de ton propre gouvernement de jure? Ou pour l'Australie, es-tu involontairement devenu le trustee fiduciaire de l'état civil d'une corporation étrangère des États-Unis enregistrée sous le nom de Commonwealth d'Australie, détenue par l'Union européenne et le système bancaire romain de Rothschild, un cartel bancaire étranger? Est-ce que c'est ça la tromperie de l'échange sec, où t'as rien en retour en fait? Ou ici les Australiens sont-ils les réels bénéficiaires de cette compagnie étrangère enregistrée dans le district de Columbia? Donc tu vois comment ça marche, tes parents remplissent le formulaire ou le registre et ils créent le patrimoine. L'état civil t'appointe comme le plus bas des fiduciaires de ce patrimoine pour le gérer. Ah, c'est une super arnaque, c'est super intelligent comme ils l'ont fait. C'est pour ça que ceux qui l'ont fait, c'est pour ça qu'ils vous débarrasser de l'acte de naissance en fait. Je sais que beaucoup disent il faut le poster, il faut qu'il soit tamponné, tous ces trucs là, moi en fait je pense que vous pouvez pas le faire. Je pense qu'il faut redevenir le bénéficiaire. On n'a pas de business dans leur monde à eux en tant que bénéficiaire. C'est le monde des fiduciaires, des trustees. Un monde souterrain, hein, les égouts, les langages secrets, les codes sataniques. C'est ce que la Bible, je pense, essaye de dire en fait, signifie ne mange pas du fruit de la connaissance, ne deviens pas fiduciaire de toi-même en gros. Ne t'habille pas, donc ne prends pas le nom. L'acte des compagnies, des entreprises trustee fiduciaires, 64, donc la convention de l'Hague est un acte fédéral, détermine et explique le rôle du fiduciaire. Ça c'est un acte de la Nouvelle-Galles du Sud. Donc moi je cherchais le lien en fait entre trustee fiduciaire et compagnie entreprise et j'ai trouvé cet acte en fait. Donc ça c'est une compagnie fiduciaire qui a donné en gros votre patrimoine. Cet acte autorise l'état civil à leur donner la gestion du patrimoine et leur permet de faire exactement ce qu'ils veulent avec. Donc ils peuvent devenir l'exécuteur et obtenir d'établir le testament, donc l'héritage, une lettre d'administration. Donc ils peuvent écrire le testament et faire ce qu'ils veulent avec le patrimoine, votre patrimoine. Mais bien sûr, vous êtes mort. Tu es mort parce que c'est eux l'exécuteur. Ils ne sont pas les fiduciaires, ils sont ton exécuteur. Là, cela leur permet de faire une demande à la Cour suprême, de par ton acte de naissance, donc de mort, d'obtenir un droit testamentaire d'héritage. Car ils disent, il est mort, on ne le trouve pas. Il est parti, donc la personne nommée comme exécuteur peut autoriser une société fiduciaire de prendre l'administration. Ligne 5, voire cour ou tribunal de succession dans les définitions en bas, peuvent gérer ton patrimoine et en faire ce qu'ils veulent. Une de ces compagnies est perpétuelle et ils administrent cela par la JP Morgan. Dans l'axe, ça précise le genre de compagnie qui fait cela. Donc moi j'ai essayé de contacter la Cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud et je leur ai demandé si mes documents d'acte de naissance sont passés par le tribunal des successions en fait. Mais j'ai toujours pas eu de réponse depuis que j'en ai fait la demande, gros silence. Je pense qu'ils en ont peur. Donc, elles sont autorisées, elles peuvent obtenir des lettres, donc on leur donne l'autorisation de gestion de patrimoine. Au lieu de faire la demande, autoriser la compagnie fiduciaire de faire la demande. Donc voilà, d'administration, donc ils font ce qu'ils veulent. Ils gèrent votre patrimoine, ton business. À travers la Fed US, la JP Morgan, jusqu'à l'ONU, comment ils accèdent à ton compte, ton patrimoine.
carte a disparu et un homme mort n'a aucun droit. Et donc il peut utiliser cela pour investir sous couvert de toi et de prendre les intérêts. Mais sous l'acte C8QV, ils sont obligés de redonner en fait. Dans la section 4, ça c'est le remède. Mais désolé, je ne l'ai pas mis dans cette vidéo. J'aurais dû avoir les pouvoirs pour déléguer la fiducie à une entreprise fiduciaire. Alors ça c'est la partie de l'acte qui permet à l'état civil de la Nouvelle-Galles du Sud de donner votre part de la Nouvelle-Galles du Sud à une entreprise privée. Les droits miniers, la terre, etc. Power of Attorney, c'est les pleins pouvoirs, c'est donner son mandat. Dans une page d'un livre que j'ai trouvé en faisant mes recherches, le livre s'appelle donc le pouvoir, plein pouvoir en Australie et en Nouvelle-Zélande. Preuve d'identité du donneur et des données. Donc cet acte dit vraiment que c'est une preuve donc d'une donation des pleins pouvoirs. Sous la fiducie royale, sous les actes du cadastre, donc ils prennent les terres, Land Title Acts et Royal Trust Company, on voit cela. Donc c'est la couronne qui vient prendre toute volée, elle fait partie de cela, cette mafia. Donc ils doivent prouver qu'ils ont les pleins pouvoirs, car ils n'ont pas le document original, ils ont dit qu'ils l'ont détruit. Je pense qu'ils les ont juste échangés en fait, il me reste à vérifier ces trucs là encore, et je vous dirai ça. Donc ils ont une copie de ces documents pour prouver qu'ils sont le fiduciaire, l'administration, car ils doivent vous enlever votre domination de patrimoine avant de pouvoir vous la redonner sous une autre forme, un autre rôle, votre rôle de trustee fiduciaire. Non, cette partie fait vraiment peur. Preuve de certificat. Donc quand une entreprise fiduciaire est l'exécuteur ou l'administrateur, ou que la loi l'autorise à administrer un patrimoine d'une personne décédée, donc je peux avoir maintenant un certificat maintenant que tu es mort. Et ce qu'ils peuvent faire, c'est que malgré tous les autres actes ou lois du pays, c'est que c'est accepté comme preuve prima facie. Tu peux pas l'argumenter, donc tu peux pas le débattre, tu peux pas donner d'autres preuves de la mort de la personne décédée. Donc sans aucune autre preuve, tout ce qu'ils ont à faire, c'est faire une demande de lettre pour dire qu'ils sont l'administrateur et que tu es mort. C'est tout, c'est ça la fiction légale, ta mort légale, numéro 32A. En fait, ça fait peur cette loi là. Bien sûr, tous ces documents concernent le taux capital, article 145.2 du Code pénal 1995, je ne me rappelle plus exactement duquel, mais c'est du légal. C'est 10 ans de prison pour la fraude qu'ils sont en train de faire. C'est pour ça qu'il ne faut rien avoir à faire avec. C'est pour ça que tu veux pas être la couronne et que tu veux retourner comme le vrai bénéficiaire. Ils ne peuvent pas t'identifier, c'est toi qui les identifies. C'est comme ça que ça marche. Donc, Cram Act 1900, Code pénal 1900, faire un faux document, ça c'est celui-là de la Nouvelle-Galles du Sud. Donc faire un faux document pour influencer l'exercice des devoirs publics. Donc tu peux pas avoir de faux documents, de fraude, falsification, faux et usage de faux. Ils sont quand même débarrassés des fausses législations de l'acte de naissance. Donc là on voit le document de la police, donc les standards de la gestion des publications de la police. Et c'est pour ça que vous avez votre propre petite compagnie du nom, car la police doit gérer le trust, votre trust, les catégories de la police. Si tu vas au tribunal, c'est le tribunal qui décide ce qui est mieux pour ton capital, ton patrimoine. Donc quelque part tu deviens un officier de police au tribunal. Donc là le document c'est leur manuel de style, l'utilisation du tout capital, présenter des mots en lettres capitales, incluant les noms de famille et les noms d'endroit, n'est pas approprié dans les écrits business, dans l'écriture classique. C'est pas que c'est inapproprié, c'est que c'est illégal en fait. 254 utilisation de faux documents, 255 possession de faux documents, 256 possession d'équipements pour faire faux documents, la partie 5A du Code pénal 1995, partie 7A, utilisation d'informations fausses et tromperies, 7A, 7B, 7C, application, information, documents faux, tromperie. Donc, je suis content qu'ils ne considèrent pas cela comme approprié, car c'est criminel. Tu utilises la lettre capitale pour commencer une phrase ou pour indiquer un nom propre, le nom d'une personne. Donc là, ici, ils disent à la police, n'utilisez pas le capital, enfin l'écriture tout capital. Sauf l'exception, et ça c'est la partie étrange, cela s'applique à tous les documents de la police du Nouvelle-Galles du Sud, excepté les documents légaux. Ils doivent être une contrefaçon.
Donc voilà, ça sort directement du manuel de style de la police. Vous pouvez aller le vérifier. La police ne fera que faux ou usage de faux si tu dois aller au tribunal dans les documents. Ils ne commettront que ce crime. Et là, c'est intéressant car sous les principes de Nuremberg, donc les statuts de Rome sous laquelle la Cour de justice mondiale opère, que si tu es un officier et que tu suis un ordre légal, et ça, c'est ce cas-là ici, et ben t'es cuit, hein. Tu vas être coupable. C'est ce qu'ils ont fait avec les nazis. Hein. Donc ces policiers sont coupables sous le principe de Nuremberg. Il y en a un autre où l'officier supérieur sont aussi responsables, mais je ne me rappelle plus exactement duquel. J'y reviendrai. Police et normes d'image de marque, donc de la police de la Nouvelle-Galles du Sud, la branche des affaires publiques. Donc c'est une corporation, une entreprise, une société, hein. Donc il leur faut l'entité équitable, ils ont besoin de votre consentement. Et on a parlé d'être volontaire juste avant. Dans l'AC, quand tu es volontaire, donc quand tu es volontaire, hein, t'es pas payé, t'as pas de droit. C'est ça, être volontaire. Hein. Donc t'as aucun droit sous la loi. Et il n'y a pas d'équité dans le volontariat. Tu donnes, ton équité elle est là, tu t'es porté volontaire, donc tu n'as aucun droit. Tu n'as pas été payé pour le faire. Donc passons à la contrefaçon. Ça c'est l'article toujours de la Nouvelle-Galles du Sud. Une personne fait un faux document dans l'intention qu'une autre personne l'utilise. Donc voilà, c'est très clair. C'est ce que la police fait. Et le principe de Yamashita, celui qui met la responsabilité sur les officiers supérieurs, ils doivent savoir ce que leurs agents font et ils en sont responsables. Donc ils sont responsables sous la Cour tribunal international de justice. Moi j'ai porté plainte et c'est toujours en cours. Ça m'a pris un an pour avoir une lettre de leur part. Donc je sais pas ce qui va vraiment se passer, mais ils ont l'air de prendre sérieusement quand même. Donc on va passer au nom de l'enfant. Ça c'est le code des actes civils 1995, acte de naissance et mariage, de l'état civil. Le nom de l'enfant, l'enfant est souligné dans la déclaration et l'enregistrement de naissance. Il doit y être mentionné le nom de l'enfant. Moi, c'est pas ce que j'ai eu, on m'a donné 2 noms de marque en fait. Hein. Cependant, l'officier d'état civil peut assigner un nom à l'enfant. Si le nom dans la déclaration est un nom prohibé, petit a, rappelez-vous de cela, nom prohibé, on va jeter un œil. Donc, un nom prohibé est un nom qui est obscène, offensif, offensant, qui ne peut pas être utilisé en pratique, mais surtout le petit 2 ici, parce qu'il consiste ou inclut les symboles sans significance phonétique. Alors c'est ce que je dis depuis le début. Le tout capital est un nom de marque en fait. Et donc il n'a pas de significance phonétique. C'est pas un nom propre en anglais quoi. Donc... Et le petit 3, on voit ou toute autre raison. Et l'autre raison, c'est que c'est un acte criminel de faire une falsification, un faux et usage de faux. Je viens juste de vous le démontrer. Donc c'est ça qu'ils enregistrent, ils vont à l'encontre de leur propre acte et législation. Alors maintenant, ils essayent de rendre l'acte de naissance un peu plus régulier en mettant le nom propre avec une lettre majuscule. Mais l'original du registre, c'est toujours un faux document, quoi. Une falsification. C'est toujours une fraude, une contrefaçon. C'est pas écrit correctement, il n'y a pas de signifiance phonétique correcte. C'est un nom prohibé et donc ne doit pas être enregistré sous cette forme, sous cet acte. Donc dans cet acte, il y a une autre définition encore. On voit que le mot birth, naissance, inclut la mort-née. Alors ça c'est très important en fait. Je vous avais parlé de l'expression expressio unius et exclusio alterius. Maxime dans la dernière vidéo. Donc la mention de la classe d'une chose exclut toutes les autres classes. Donc une naissance incluant un mort-né exclut tous les autres naissances. Donc cela n'inclut pas une naissance vivante. Plus haut, on a un adulte, signifie une personne qui a 18 ans ou plus, mais aussi une personne de moins de 18 ans. Donc dans la définition de naissance, cela devrait inclure mort-né et né vivant, mais ça ne le précise pas du tout. Donc le mot inclure, on en revient toujours à cette maxime. Et dans la définition du bas, un enfant inclut un enfant mort-né. Donc ce qui inclut, donc exclut toute chose vivante. Donc sous cet acte, ils enregistrent seulement des enfants morts en fait, en accord avec cette maxime. C'est là que tu as la présomption d'être mort.
Donc la présomption de mort du bénéficiaire, car tu ne peux être bénéficiaire si tu es mort. Et comme je vous ai démontré avant, ils probatent votre patrimoine, ils l'homologuent comme le leur, car vous n'avez pas fait votre testament in utero, ou alors quelques jours après votre naissance, une fois qu'ils vous ont tué à ce moment-là, symboliquement. Donc mort-né signifie la naissance d'un enfant mort-né. Donc on voit la différence des mots qu'ils utilisent, inclure et signifiant, et toutes des petites manipulations arnaques comme cela qu'ils font. Donc une naissance mort-née signifie une naissance d'un enfant mort, né, mort. Donc l'acte de naissance est un acte de décès. L'enfant existe avec aucun signe de respiration. C'est la fiction légale qui signifie que vous êtes mort. Donc voilà, c'est écrit noir sur blanc ici. Tu peux seulement enregistrer sous cet acte un enfant mort ou mort-né, né mort. C'est tout, point barre. Voilà ta fiction légale ici. Enfant mort-né. Donc cet acte gère seulement les enfants mort-nés. Ah, c'est dégueulasse. Mais la fiction légale, on a besoin d'un consentement. Donc comment on a consenti? On va y arriver. Donc un faux certificat de naissance, acte de naissance. Il y avait des lois qui punissaient ceci, cette falsification, mais elles ont toutes disparu en fait. Elles ont toutes été annulées. Et en plus, ils ont caché comment ils ont fait ça. Donc il n'y a plus de responsabilité par rapport à cela. On pourrait penser qu'un acte de naissance falsifié est un crime, mais non. Cela a été abrogé. Ils ont même enlevé ça récemment du code pénal 1995. Absolument tout. Quand j'ai signifié, j'ai démontré à la police, je leur ai montré. Je leur ai dit voici l'acte, voici le crime, voici l'acte de naissance, il est faux. J'en ai la preuve. Donc en gros, l'extrait de naissance a disparu, la police l'a volé, et donc la loi a changé et ça n'a rien à voir avec la production d'extraits de naissance illégale. Donc ils essayent de contourner encore nos arguments quand on leur présente les preuves. Donc encore une maxime du Black's Law, une erreur à laquelle on ne résiste pas est approuvée. Donc voilà, il faut aller voir ça. Il faut faire vraiment attention. Donc il faut faire vraiment attention à quoi vous donnez votre accord. Tu ne peux pas aller dans mon tribunal comme ça. La police peut te détenir ici 4 heures et après ils sont obligés de te laisser partir. On ne signe rien, ne soit d'accord avec rien, obligé de te garder un peu et de te laisser partir. Le boulot de la police, c'est d'avoir ton consentement à ce contrat. Et tu as le droit de consentir ou de pas consentir. Et je vais vous montrer comment ça marche. C'est ici, c'est la dernière image de la présentation, dernière ligne. Le roi ne peut pas charger un sujet et l'imposer sans son consentement. Donc la reine a besoin de notre consentement ici. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un système de consentement qui est tellement compliqué à contourner, à comprendre. On n'arrive pas à comprendre comment ils nous ont fait consentir une fois que c'est fait. Et c'est la présomption de ta mort, l'utilisation de ce langage démonique, comme Romney le dit, cette merde en barre. Tout par consentement tacite, présomption de mort. Quand tu étais un bébé, tu es mort à la naissance car tu n'es pas capable d'écrire un testament. Toutes ces arnaques horribles qu'ils peuvent utiliser, ces manipulations, ça sort du Black's Law, volume 7, page 1667. Donc ils ont besoin de notre consentement. J'ai vu une maxime une fois, tous les hommes sont créés égaux, mais par une série d'événements bizarres, ils sont devenus inégaux, donc légaux. Et cette série d'événements est un contrat. Et Romney m'a dit l'autre jour que en fait Dieu était le contrat, car si tu lis la Bible et que tu remplaces le mot Dieu par contrat, tu vas comprendre différemment le sens de la Bible. Oh my God, oh my contract. Donc quand tu lis la Bible de cette façon, tout change. Voilà. C'est comme ça qu'ils le font, avec la police, le barreau, leur manuel de style. Ils donnent des ordres illégaux. Et ils créent ces falsifications seulement quand tu vas au tribunal. Mais là, c'est pas un tribunal. Ils ont besoin de ton consentement. C'est les tribunaux du roi et de la reine, King's Court. Donc ils ont besoin de ton consentement. C'est ça l'arnaque, d'obtenir ton consentement. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Et je vous parle dans la prochaine vidéo.
C'est comme ça qu'une large corporation étrangère ont pris l'eau des Australiens par la déception d'une autorité étrangère internationale des Nations Unies, compagnie internationale avec la déception grammaticale, la tromperie grammaticale. En notre insti, les industries sont détruites les unes après les autres par ces entités. Avec leur politique d'entreprise, ils détruisent l'économie de l'Australie et la laissent vulnérable à l'attaque et à la reprise d'autres entreprises étrangères phagocytées par les entreprises américaines. Elles font ça de toute manière. Est-ce que c'est une guerre silencieuse qui se passe contre les gens de ces corporations étrangères? Donc international signifie communisme, on peut rajouter que c'est le collectivisme de Davos d'ailleurs. D'ailleurs je rajoute, tu vois, dès qu'une boîte est rachetée par une boîte américaine, tu sais que tu vas couler, tu as intérêt de démissionner, de te barrer, de trouver un autre boulot. Traduction, Jack Fruit.